Cet archipel, c'est Taïwan. Il est composé de 168 îles, a une superficie de 35 980 km² et compte plus de 23 millions d'habitants. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est convoité par son plus proche et très puissant voisin, la Chine. Le Parti communiste chinois met la pression sur Taïwan depuis des décennies, et ses forces armées, l'Armée populaire de libération, envoie presque quotidiennement des avions dans la zone d'identification de défense aérienne de l'archipel. Sa volonté, selon ses termes, c'est une réunification. Mais alors pourquoi la Chine veut à tout prix annexer Taïwan ? Pour comprendre d'où vient l'intérêt de la Chine pour Taïwan, un petit voyage dans le temps s'impose. Nous sommes en 1945. L'archipel de Taïwan appartient alors au Japon, et ce depuis 1895. Les 6 et 9 août 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Japon subit les 2 bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Un mois plus tard, le 2 septembre 1945, le pays signe les actes de sa capitulation. À cette occasion, Taïwan redevient la propriété de la Chine. Mais le climat politique à l'intérieur du territoire chinois est pas spécialement bon. On assiste à la reprise d'une guerre civile débutée en 1927 et mise en pause pendant le conflit mondial. Le territoire est divisé en deux, entre les nationalistes du Kuomintang au pouvoir, dirigés par Chiang Kai-shek, et les communistes de Mao Zedong. La guerre civile chinoise va durer encore 4 ans, jusqu'en 1949, année lors de laquelle les communistes prennent le pouvoir et proclament la République populaire de Chine. Contraints de fuir le continent, Chiang Kai-shek et le Kuomintang s'exilent alors à Taïwan et commencent à administrer la République de Chine. Une forte population chinoise, 1,3 million d'habitants, élit alors domicile dans l'archipel. On a alors 2 territoires qui revendiquent une identité chinoise et un système politique chinois. D'un côté, la République de Chine, dans l'archipel de Taïwan, et de l'autre, la République populaire de Chine, les communistes, sur le continent. Et ça, c'est le statu quo qu'on connaît aujourd'hui. Je continue ma petite leçon d'histoire en sautant directement aux années 80 et 90. En 40 ans, Taïwan s'est développé économiquement, technologiquement, démocratiquement. Le seul point sur lequel l'archipel n'a pas réellement progressé, c'est la diplomatie. Jusqu'en 1971, Taïwan, qui est la République de Chine, je le rappelle, était le seul représentant de la Chine à l'ONU. Puis elle a été remplacée par la République populaire de Chine, qui faisait pression pour obtenir ce siège. History will surely show that our announcement of a withdrawal from the United Nations actually presaged the demise of the United Nations itself. The Chinese culture tradition is to uphold justice and love peace. Although we have withdrawn from the United Nations, which we helped establish, we shall continue to be guided by the purposes and the principles of the United Nations Charter in the international community, and shall continue to fight courageously for international truth and justice, and for world peace and security. Petite info comme ça, la France a d'ailleurs été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec Pékin plutôt qu'avec Taipei, et ça dès 1964. Aujourd'hui, seuls 12 pays entretiennent des relations diplomatiques complètes avec Taïwan. Taïwan est donc une démocratie établie, et une démocratie d'ailleurs plutôt performante. En 2024, elle est classée au premier rang des démocraties asiatiques, devant le Japon et la Corée du Sud, et occupait le 12e rang dans le monde. Avec ce système démocratique performant et leur développement économique, les habitants de Taïwan ont renforcé leur sentiment d'indépendance au fil des décennies. En 2020, 5% des résidents de Taïwan s'identifient comme chinois, et 77% se définissent avant tout comme taïwanais. Mais cette autonomie, c'est une chose qui ne plaît pas, mais alors pas du tout à la Chine. Parce que le Parti communiste chinois considère Taïwan comme faisant déjà partie intégrante de la Chine, et que Taïwan est un territoire qu'il convoite à bien des égards. Économiquement déjà, l'archipel est l'acteur principal d'un marché de pointe, celui des semi-conducteurs, puisque Taïwan représente plus de 60% de la production mondiale. Des composants indispensables pour la fabrication de nombreux produits et cruciaux dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, puisqu'on les retrouve par exemple dans les voitures, les avions, les smartphones ou encore les panneaux solaires. Et donc, pour la Chine, se réunifier avec Taïwan, c'est mettre la main sur ce marché très lucratif. En 2024, le chiffre d'affaires de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, l'entreprise qui domine le marché, était de 87 milliards de dollars.
Et puis, récupérer Taïwan, c'est aussi s'emparer du détroit qui sépare l'archipel de la Chine. Aujourd'hui, ce détroit est une route commerciale librement ouverte à la circulation, puisqu'il est situé dans des eaux internationales. Mais en mettant la main sur Taïwan, cette route devient chinoise, et offre à la Chine un droit de regard renforcé sur les navires marchands qui circulent, et une possibilité de tarification des passages maritimes, en particulier à l'encontre des pays voisins, comme la Corée du Sud et le Japon. Taïwan serait aussi un moyen de pression diplomatique pour la Chine, car elle s'ouvrirait une voie sur l'océan Pacifique, ce qui viendrait briser les alliances américaines dans la région. Et enfin, l'archipel a un intérêt militaire, car il est un moyen d'avoir accès à des eaux profondes et donc de diluer ses sous-marins plus facilement, ce qui serait un moyen de pression supplémentaire sur les États-Unis. Tout ça, les dirigeants chinois, ils l'ont bien en tête. Et donc, en mars 2005, le Parlement chinois adopte un texte, la loi anti-sécession. Une loi qui acte le principe d'une seule Chine, avec la volonté de réunification pacifique, sauf pour 3 exceptions. Au cas où les Taïwanais sépareraient Taïwan de la Chine, au cas où un incident pourrait mener à séparer Taïwan de la Chine, ou en cas de disparition de toute possibilité d'une réunification pacifique. Ces 3 points, ils ouvrent la porte à un usage de la force et à une intervention armée de la Chine à l'encontre de Taïwan, sous le prétexte, je cite, de la protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale face aux séparatistes taïwanais. Mais ces 3 conditions sonnent surtout comme des menaces pour les Taïwanais, car elles ne tiennent au final qu'au bon vouloir du régime communiste chinois et à celui de Xi Jinping. Si demain, par exemple, la Chine décide qu'une de ces conditions n'est plus ou ne peut plus être remplie, elle estimerait raisonnable de lancer une opération réunification. Depuis plusieurs décennies, la Chine laisse apercevoir des bribes de ce à quoi pourrait ressembler une opération d'une telle ampleur. Comme je l'ai évoqué rapidement en début de vidéo, l'armée chinoise s'incruste très régulièrement dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Regardez plutôt. Cette forme, c'est la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Cette ligne, c'est la ligne non officielle de partage de l'espace aérien entre la Chine et Taïwan, et tous ces tracés rouges qui apparaissent, ce sont les appareils chinois entrés dans l'espace taïwanais sans y être invités depuis le 1er janvier 2025. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était le 17 février 2025, et il y avait déjà eu 271 intrusions réparties sur 32 jours. En prenant un peu de distance, on remarque même que la Chine augmente la cadence. Cette courbe, c'est celle des intrusions chinoises depuis septembre 2020, et elle ne fait que croître. On observe d'abord ce pic en août 2022, lorsque la Chine avait lancé des manœuvres militaires pour protester contre la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américains, à Taipei. Mais surtout, on constate une accélération à partir de 2024. Quand 69 avions chinois entraient dans l'espace aérien de Taïwan en septembre 2020, il y en a 5 fois plus en septembre 2024. La Chine utilise aussi les eaux du détroit de Taïwan pour mettre la pression, en envoyant régulièrement des dragueurs de sable près des îles contrôlées par Taïwan, avec près de 4000 incursions en 2020 par exemple. Conséquence de toutes ces manœuvres, les gardes-côtes taïwanais ils sont sursollicités, ils sont épuisés, certains n'hésitent d'ailleurs pas à démissionner, ce qui affaiblit les défenses de Taïwan. Et ce qui est frappant, c'est que la Chine ne cache même pas ce qu'elle peut et veut mettre en place pour sa réunification. Depuis plusieurs années, la Chine multiplie les exercices militaires dans le détroit de Taïwan, comme celui qui a eu lieu le 29 mars 2021 et avait pour objectif de montrer la capacité d'encerclement de la Chine. Ce jour-là, 12 avions chinois ont longé les côtes taïwanaises en passant par le détroit de Taïwan à l'ouest et par le détroit de Miyako à l'est. Les avions passés par l'est n'avaient d'ailleurs pas été observés par les autorités de défense de l'île de Taïwan, mais par celles du Japon. En parallèle de ces exercices militaires, la Chine a mis en place au fil des années une vaste opération d'influence pour tenter de fragiliser la démocratie de Taïwan. D'abord, elle mène des cyberattaques toujours plus nombreuses et régulières. Taïwan en a subi 1,2 million en 2023, 2,4 millions en 2024. Ensuite, elle fait appel à des créateurs de contenu pour partager son discours d'une Chine unie et mener une guerre d'influence et de culture dans l'archipel grâce aux réseaux sociaux. C'est par exemple le cas de Pa Chung. Dans une longue vidéo, ce Taïwanais a expliqué comment il était devenu influenceur et avait été rémunéré par le Parti communiste chinois pour produire des chansons faisant la promotion du régime chinois. 那这些网红，他们收了这些招待的钱，他们肯定会说，哦，我到新疆很 OK 还是什么的。我们有参加过这些活动，我是其中之一。我们去都是有人带，然后都是国台办他们派人来请我们吃饭，请我们吃饭带我们去旅游，我们走到哪
都会有深深刻刻的爱上了这个中国。但是我回头来才发现，就是说他们会拿都是同文同种中华文化的这种方式来让你喜欢上中国，是，然后再拿中共和中国相连在一起，就是说你爱中国，你就要爱中国。Cette stratégie chinoise peut s'avérer très efficace puisque 95% de la population de Taïwan dispose d'un accès libre à Internet. Et enfin, sur la scène politique, la République populaire de Chine soutient le parti qu'elle a autrefois chassé, le Kuomintang. Pour la simple raison que le parti nationaliste soutient et défend l'idée d'une Chine unifiée, là où les autres partis sont partisans soit d'un statu quo pour l'immense majorité, ce qui veut dire qu'on ne touche à rien par rapport au système actuel, soit de l'indépendance totale de Taïwan pour une minorité. Allez, c'est parti pour qu'on comprenne bien tout, petite digression sur le contexte politique très tendu à Taïwan. Depuis 2016, Taïwan est présidé par un membre du PDP, le Parti démocrate progressiste. Entre 2016 et 2024, il s'agissait de Tsai Ing-wen, et actuellement la fonction est occupée par Lai Ching-te, un homme ne plaisant pas du tout au Parti communiste chinois qui le qualifie de dangereux séparatiste depuis son discours d'investiture. My fellow citizens, as we pursue the ideal of peace, we must not harbor any delusions. So long as China refuses to renounce the use of force against Taiwan, all of us in Taiwan ought to understand that even if we accept the entirety of China's position and give up our sovereignty, China's ambition to annex Taiwan will not simply disappear. In face of the many threats and attempts of infiltration from China, we must demonstrate our resolution to defend our nation, and we must also raise our defense awareness and strengthen our legal framework for national security. Mais pour Lai Ching-te, présider Taïwan est bien plus compliqué que prévu. Déjà parce qu'il doit composer avec une hostilité de la Chine à son encontre, mais aussi parce que le Parlement n'est pas de son côté. Le Yuan législatif, c'est le nom du Parlement, est composé de 113 sièges. 51 pour le Parti démocrate progressiste, 52 pour le Kuomintang et 10 pour les autres forces politiques séparées entre le Parti populaire taïwanais et les députés indépendants. Et voici ce à quoi ressemble le Parlement taïwanais en images. Cette grosse bagarre, elle a eu lieu le 20 décembre 2024, alors que les partis d'opposition ont voulu faire passer plusieurs amendements rendant plus difficile pour les électeurs de révoquer les élus considérés comme inaptes. Le projet n'a pas plu aux élus du PDP qui ont élevé une barricade et ont tenté de bloquer l'Assemblée. Mais au-delà de ce fait isolé, il y a une vraie crainte que la Chine puisse exercer une influence sur les décisions politiques de Taïwan en usant de son soutien au Kuomintang. Opération d'influence, manipulation, menaces et militarisation, on a vu comment la Chine préparait le terrain. Mais on sait aussi peut-être quand elle passera à la vitesse supérieure. Selon plusieurs spécialistes, la Chine pourrait lancer des manœuvres militaires concrètes entre 2027 et 2030. C'est en tout cas ce qu'affirmait en mars 2021 lors d'une audition au Sénat américain l'amiral Philip Davidson, ancien responsable du commandement militaire américain de l'Indo-Pacifique et grand spécialiste de la zone. I worry that they're accelerating their ambitions to supplant the United States and our leadership role in the rules-based international order, which they've long said that they want to do that by 2050. I'm worried about them moving that target closer. Taiwan is clearly one of their ambitions before then, and I think the threat is manifest during this decade, in fact, in the next 6 years. Mais si la Chine décidait de passer à l'action, à quoi tout cela ressemblerait? Le premier élément à prendre en compte, c'est le rapport de force totalement démesuré entre la Chine et Taïwan. L'armée chinoise compte plus de 2 millions d'hommes et de femmes actives, auxquels s'ajoutent 500 000 paramilitaires et 500 000 réservistes. L'armée taïwanaise compte, elle, 169 000 militaires et 1,66 million de réservistes. La Chine possède aussi 8 fois plus de chars, presque 3 fois plus de moyens aériens et beaucoup plus de navires que Taïwan. Le scénario principal d'une invasion chinoise est que le pays passe à l'offensive par l'ouest, en traversant le détroit de Taïwan et en cherchant à prendre le contrôle soit des grands ports, soit des plages, qui permettent un plus large assaut que des zones très urbanisées. Mais une manœuvre de cette ampleur serait compliquée pour deux choses. D'abord parce que les ports taïwanais sont lourdement défendus, et ensuite parce que le littoral de l'archipel est très escarpé. Regardez plutôt cette modélisation de la côte ouest de Taïwan.
Vous voyez, on peut constater que les abords de l'île principale sont difficiles d'accès pour des navires car il y a de longues bandes de sable, suivies soit par une zone très urbanisée, soit un relief plus montagneux. Cela forcerait la Chine à un débarquement amphibie, c'est-à-dire par navire de guerre, ce qui n'est pas le fort de l'armée chinoise. Mais ça, la Chine l'a visiblement bien compris au fur et à mesure de ses exercices militaires, et elle s'y est préparée. Elle construit en ce moment même 5 nouveaux navires consacrés à un assaut amphibie. Ces navires, inspirés du débarquement américain de 1944, rendent envisageable d'accoster à peu près partout sur le littoral taïwanais grâce à une chose: un gigantesque pont extensible, long de plus de 120 mètres, qui permet le déploiement de chars, de véhicules motorisés et de troupes au sol. Pour être efficaces, ces larges barges nécessitent par contre un soutien aérien largement dominateur. Et sans ça, elles sont une cible facile, d'autant plus que l'arsenal aérien de Taïwan compense son infériorité numérique par sa qualité. Maintenant, imaginons qu'avec ce matériel, la Chine parvienne à franchir le détroit et à envoyer des troupes armées sur le sol de Taïwan. Il reste alors encore une inconnue dans ce conflit, et elle est de taille: les États-Unis. Les États-Unis sont un allié important de Taïwan. Ils sont le principal fournisseur d'armes de l'archipel et ils leur ont récemment envoyé des chars de combat, une première en 30 ans. Et surtout, depuis 1979 et l'adoption du Taiwan Relation Act, qui définit les liens qu'entretiennent les États-Unis et Taïwan, une intervention américaine en cas de conflit avec la Chine n'est pas à exclure. Aujourd'hui, Washington maintient sa politique d'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire que les États-Unis continuent d'apporter leur soutien à Taïwan, mais restent flous concernant une potentielle intervention armée en cas d'escalade. Pourtant, la position américaine semble s'affirmer. En 2016, lors de son premier passage à la Maison-Blanche, Donald Trump a levé les interdictions qui pesaient sur toute rencontre officielle entre diplomates américains et taïwanais. Joe Biden a lui rappelé à plusieurs reprises que les États-Unis défendront Taïwan en cas d'attaque chinoise. We agree with what we signed on to a long time ago. And that there's one China policy, and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging their being independent. That's their decision. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. Et récemment, la nouvelle administration de Donald Trump a fait supprimer du site de la Maison-Blanche une ligne: nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan. Et ça, la Chine n'apprécie vraiment pas. Le Parti communiste chinois, qui considère Taïwan comme une de ses provinces, estime donc que la possibilité d'une intervention américaine serait une ingérence extérieure sur son propre territoire. La Chine risque alors de ne pas hésiter à ouvrir le conflit. Et ce qui pourrait advenir après est difficilement anticipable.